structurée, codifiée et maintenue par la loi, par les institutions et par la coercition. Le reconnaître n'est pas une posture, ce n'est pas un slogan, et ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan ou en Iran, vous l'avez dit, Monsieur le Président, correspond à cette définition. L'oppression est devenue architecture juridique. Le 7 janvier 2026, le chef suprême taliban promulgue un nouveau règlement de procédure pénale. 119 articles avec application immédiate. Ce texte n'est pas anecdotique, il n'est pas technique, il n'est pas secondaire. Il transforme des pratiques arbitraires en normes légales. Il transforme des violences en compétences juridiques. Il transforme la peur en mode de gouvernance. Ce règlement institutionnalise une justice à plusieurs vitesses, légalise des châtiments infligés par des acteurs privés, introduit une hiérarchie sociale dans la détermination des peines et reconnaît dans son vocabulaire même une distinction entre personnes libres et esclaves. Nous ne sommes plus face à des abus, nous sommes face à une ingénierie juridique de la domination, car il s'agit d'une injustice à 4 vitesses où l'égalité est abandonnée. Le texte établit clairement 4 catégories sociales: érudits religieux, élite, classe moyenne et classe inférieure. La sanction dépend du statut, non plus du crime. Les érudits reçoivent des avertissements, les élites sont convoquées, la classe moyenne peut être emprisonnée, la classe inférieure peut être frappée. C'est la négation même du principe fondamental de l'égalité devant la loi. En substituant le rang social à la conduite comme critère de sanction, le régime taliban abandonne à la fois les standards internationaux et les principes qu'il prétend invoquer. Mais surtout, et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, il s'agit de la légalisation de la violence envers les femmes. Et c'est dans le traitement des femmes que la logique d'apartheid sexuel apparaît très clairement. La violence domestique est minimisée juridiquement. La violence n'est pas seulement tolérée, elle est autorisée, y compris dans la sphère familiale. On institutionnalise l'impunité. Et l'on criminalise en parallèle l'autonomie des femmes, leur mobilité, leur choix, leur capacité à chercher refuge. La preuve de violence grave repose sur la capacité de la femme à démontrer ses blessures devant un juge, dans un système où sa mobilité et sa présence en public sont elles-mêmes totalement restreintes. Quitter son domicile sans autorisation peut devenir un crime. Chercher refuge même dans sa propre famille peut conduire à l'emprisonnement. La punition de l'apostasie vise explicitement les femmes dans certaines dispositions. L'effet cumulé est clair. La femme n'est plus sujet de droit, elle devient objet de contrôle. Ce n'est pas une série de discriminations, c'est un régime de subordination. Derrière chaque article, derrière chaque alinéa, il y a une réalité très simple. Une fillette qui ne retournera jamais à l'école. Une femme qui ne peut pas sortir pour chercher un refuge sans risquer la prison. Une mère qui doit apprendre à sa fille à baisser les yeux, non par modestie, mais par survie. Ce que ces lois organisent, ce n'est pas seulement l'inégalité, c'est l'intériorisation de l'infériorité. Et lorsqu'un État apprend à la moitié de sa population qu'elle vaut moins, il ne détruit pas seulement ses droits, il détruit la dignité humaine dans ce qu'elle a de plus fondamental. De plus, il y a criminalisation de la pensée et du silence, et le silence peut être punissable. Or, une société où l'on punit la pensée et l'inaction est une société qui détruit la liberté intérieure. On passe d'un état de droit, même minimal, à un état de suspicion permanente. Il y a quelque chose de profondément glaçant dans un système qui punit le silence. Cela signifie que la peur n'est plus une conséquence du pouvoir, elle en devient l'instrument. Imaginez une société où une sœur doit surveiller son frère, où une voisine doit dénoncer sa voisine, où un père peut punir au nom d'un intérêt public défini par d'autres. Ce n'est plus seulement un régime politique, c'est une société fracturée de l'intérieur. Et dans cette fracture, les femmes sont les premières exposées parce qu'elles sont les premières à être réduites au silence. Pourquoi le mot apartheid est-il juridiquement pertinent? Des spécialistes aujourd'hui en parleront en détail, tant du point de vue légal que féministe. Les résolutions dont je suis à l'initiative... Les femmes sont progressivement effacées de la vie publique et invisibilisées par un système ultra-conservateur, le système des talibans, au nom d'une idéologie qui cantonne leur existence à la sphère privée. Les mesures prises à leur encontre touchent tous les pans de leur vie, l'enseignement, le travail, la vie sociale. Elles ne peuvent même plus être aperçues à leur propre fenêtre. D'aucuns pourraient être tentés d'invoquer les différences culturelles pour relativiser ces réalités. Soyons prudents avec de telles formules. La diversité des cultures est une richesse, certes, mais elle ne saurait servir de justification à la négation de droits
fondamentaux, universellement reconnus. La situation des femmes afghanes et iraniennes peut sembler très éloignée de nos préoccupations, tant l'information nous parvient de manière fragmentée, tant le sentiment d'impuissance peut nous gagner, mais ce sentiment d'impuissance ne devrait jamais conduire à l'indifférence. Nelson Mandela nous enseignait qu'être libre ne signifie pas seulement se libérer de ses propres chaînes, mais vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. Bien sûr, c'est ce qui se trouve au cœur de notre réflexion, cette universalité des droits humains des femmes. Et l'universalité, c'est pas du tout une abstraction, elle signifie qu'aucun être humain ne peut être juridiquement inférieur en raison de son appartenance à un groupe. Ni la coutume, ni la tradition, ni la religion, ni la souveraineté ne peuvent être invoquées pour justifier la valorisation juridique des femmes. Et Monsieur le Président, le relativisme culturel, comme vous l'avez signalé, c'est du racisme, et ce n'est rien d'autre. Donc l'universalité des droits humains, c'est pas un slogan diplomatique, c'est un engagement. Accepter qu'un système de ségrégation absolue, fondé sur le sexe, échappe à une qualification adéquate, reviendrait à affaiblir ce principe. Ce qui se passe en Afghanistan, qui est quand même du jamais vu. Alors moi, je voudrais qu'on m'explique où est-ce qu'on a vu quelque chose comme ça. Donc il faut qu'on s'interroge aussi là-dessus. Évidemment, ça a été dit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on n'est pas sur une série de restrictions, on est vraiment sur une architecture politique et justement on rentre complètement dans la question du crime international. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis juriste international, je suis aussi enquêtrice criminelle internationale et je travaille sur tous les conflits, les crimes liés au conflit. Et je connais très bien l'Afghanistan et je connais très bien l'Iran. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que je trouve qu'on ne parle pas du tout ça, ce sont des pays très, c'est un peu très cheesy, pardon l'expression, ce que je veux dire, mais quand même, ce sont des pays d'abord très beaux. Et je trouve qu'on oublie un peu tout ça. Ce sont des pays absolument magnifiques. Et ce sont des gens absolument magnifiques et une culture absolument incroyable. Alors, en Afghanistan, le niveau d'éducation a beaucoup baissé, enfin, il est beaucoup remonté, évidemment, ces 20 dernières années avec le changement, avec un meilleur régime, si je puis dire, à partir de 2021, on retourne. Mais ce sont des pays qui sont incroyables, quoi. Et je souhaite à tout le monde d'y aller une fois, parce que ce sont des pays extrêmement intéressants, puissants en termes de culture, en termes d'éducation, en termes de réflexion intellectuelle. Moi, il faut aussi parler de ça, parce que je trouve que quand on parle que des crimes, etc., à la fin, on a une espèce de vision, c'est un espèce de trou quelque part sur la planète. Pour le Sénat, rappelle que la Convention de 73 et le statut de Rome définissent l'apartheid comme des actes inhumains commis dans un régime institutionnalisé d'oppression et de domination systématique d'un groupe sur l'autre, dans l'intention de maintenir ce régime. Remplaçons le groupe racial par genre ou sexe, et que voyons-nous? Un régime institutionnalisé, une domination systématique, des actes inhumains répétés et une intention claire de maintenir la subordination des femmes.